Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde. Aujourd'hui, je suis avec Tom Beuglin, CEO de La Standard E-Com. Bonjour Tom. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va parler de stratégie CRM, de flow marketing. Et sans transition, Tom, je vais te laisser un peu te présenter, me dire qui tu es et quel est ton parcours. Ok, bah écoute, avec plaisir Nicolas, déjà merci pour l'invitation. Moi du coup c'est Tom, j'ai monté la Standard E-Com, qui est une agence d'email marketing pour les e-commerçants. Notre job en fait c'est de bâtir des stratégies de rétention tout simplement pour les marques e-commerce. On a la chance de bosser avec Jimmy Fairly, Bali Baris, Patika dans la cosmétique, peut-être que tu connais. Ouais. Et du coup voilà, et si tu veux un peu de background, moi j'ai grandi en Ardèche, dans un trou paumé. J'ai fait mes études à Lyon et là depuis une semaine, je suis arrivé sur Paris. Du coup j'ai emménagé, je suis en coloc avec mon meilleur pote. Ok. Et du coup voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'email marketing? Ce qui m'a amené à l'email marketing, c'est que en fait de base j'avais un business d'achat-revente. Alors c'était pas du dropshipping puisque j'avais des stocks, puisqu'il me semble que le dropshipping c'est sans stock. Hein. Mhm. Ouais c'est ça. Et ça a plutôt bien marché pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit que, en fait, donc je faisais de l'email marketing pour moi de base. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, les agences d'email marketing fonctionnaient plutôt bien. Donc de base, c'était en fait, j'ai vu une opportunité et je me suis dit, ben ok, je vais me former à l'email marketing, à Klaviyo aussi. Mhm. Et je vais voir s'il y a une demande en France. Et si oui, ben je me lancerai. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a eu une demande en France. Donc il y a eu une demande en France. Ouais. Comment t'as trouvé d'ailleurs tes premiers clients? Comment t'as trouvé cette première demande? Alors, c'est un peu compliqué. Alors en fait, mon tout premier client, on a apporté des plutôt bons résultats. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on travaillait à la performance, chose qu'on ne refera plus jamais aujourd'hui, pour plein de raisons, pour en parler après, pourquoi pas. Mais on travaillait à la performance et à la fin du mois, on leur dit, bah, voici ce qu'on vous a apporté en fonction de l'attribution Klaviyo. Voici ce que vous nous devez, ce qu'on s'était dit au début, et plus de nouvelles. Mhm. Donc, premier client, un impayé, donc Sympa. ça fait mal. Voilà, c'est ça. Au début, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et au final, on a continué et j'ai continué. Et un ami à moi m'a recommandé à une première marque qui était Vénus et Gaïa, Ok. que j'embrasse si un jour il regarde cette vidéo. On a bossé avec eux, ça s'est très bien passé. Et ensuite, de fil en aiguille, on a réussi à bosser avec Bali Baris, qui est une belle boîte, une belle référence. Et derrière, bah, en fait, quand on a quelques clients, quelques références, c'est de plus en plus facile et ensuite, on a signé plus de clients. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que viennent chercher, enfin, en gros, quand tu commences à parler avec des marques comme ça, Ouais. qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Et d'ailleurs, quels sont tes interlocuteurs? Est-ce que c'est des head of growth, head of marketing, les fondateurs? Ouais, généralement, ça va être des CMO ou alors des fondateurs, ça dépend un peu de la taille de la boîte. Il y a deux cas, en fait, généralement. Soit on a une marque qui nous contacte et qui n'a pas du tout de stratégie CRM. Généralement, ils ont Klaviyo qui est installé et ils nous disent, ben, on a besoin d'externaliser cette partie-là. Mhm. Donc, vous faites tout pour nous. Newsletter, les flows, absolument tout, on vous laisse faire. Juste, ils valident les étapes, forcément. Ça, c'est le premier cas, c'est on part de zéro. Et le second, c'est qu'en fait, c'est des marques qui ont déjà parfois un CRM manager, ou alors ils ont déjà mis les mains dans le cambouis en quelque sorte dans Klaviyo. Ils ont fait des choses, des fois c'est bien, des fois moins, et ils nous disent bah, en fait on a le sentiment qu'on peut aller plus loin, qu'on utilise Klaviyo à 30% de ce qu'on pourrait faire, et du coup ils veulent savoir en fait comment on peut optimiser ça. Ok, trop bien. Et si tu pouvais définir un petit peu ce que c'est avoir une stratégie CRM, parce qu'en fait c'est un mot qui a un peu servi à toutes les sauces, Ouais. la data, le CRM, comment tu définirais ça? Alors du coup c'est du Customer Relationship Management, c'est de la gestion de relations clients. Et en fait, en réalité, nous, on dit qu'on est une agence CRM, mais en vrai, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on est une agence email marketing. Puisque si tu veux, le CRM, c'est plus une approche holistique. Ça comprend pas uniquement de l'email marketing, ça peut être du SMS, du phoning, du physique. Par exemple, si tu envoies des lettres à tes Mhm. clients, ce genre de choses. Et nous, en fait, on est une partie, pour l'instant en tout cas, c'est uniquement l'email marketing. Et la question, c'était une bonne stratégie CRM ou c'est quoi le CRM? C'est quoi le CRM? Et maintenant, du coup, on peut dire Ouais. qu'est-ce qu'une bonne stratégie CRM? Alors juste pour finir, du coup, en fait, bah, le but de ta stratégie CRM, c'est de faire en sorte que à partir d'un moment où tu acquiers un nouveau client, comment tu fais en sorte pour que ce client te rapporte un maximum sur la durée, Ok, tout simplement. on augmente la LTV, quoi. Exact, augmenter la LTV, Et- c'est bien résumé. Et du coup, on parle d'augmenter la LTV, mais est-ce que vous agissez aussi en début de funnel? C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous agissez sur la data que les marques collectent sur des visiteurs, Ouais. des prospects? Alors nous, quand on bosse avec une marque e-commerce, moi, ce que j'aime bien faire, c'est diviser la stratégie CRM, stratégie email marketing, en trois parties. La première, c'est le parcours d'intention d'achat.
La seconde partie, c'est le post-achat. Troisième partie, c'est le churn, donc la relance de clients inactifs. Donc la première partie qui est le parcours d'intention d'achat, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne se rend sur ton site et qu'elle a envie d'acheter, que ce soit des prospects, des clients, des nouveaux visiteurs. Post-achat, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne passe commande chez toi. Est-ce que les communications sont différentes en fonction de si c'est pour la première fois qu'elle achète chez toi ou seconde fois, ou alors si elle a acheté un produit en particulier. Je pourrais te donner un exemple de ce qu'on a fait plus tard pour un de nos clients. Et la troisième partie, c'est les clients qui sont inactifs, comment tu fais pour les relancer, pour essayer de les récupérer, ou alors comprendre pourquoi ils n'ont pas racheté, en fait, tout simplement. Ok, hyper intéressant. Et avant qu'on rentre un peu dans le détail de flow marketing, c'est intéressant parce que sur ces 3 étapes, est-ce que vous intervenez aussi sur le fait de collecter la donnée sur ces 3 étapes? Parce que potentiellement, je peux être une marque, lancer un site e-commerce et ne pas avoir de data sur mon début de funnel, par exemple. Alors, sur mes clients, normalement, si, ils font une commande, j'ai de la data, mais est-ce que vous intervenez aussi sur le fait d'aider les marques à collecter de la donnée en amont de funnel? Totalement. Ça dépend des clients, puisque chaque e-commerce a sa spécificité, en fait. Il faut d'abord déterminer, en fait, les données qui pourront nous être utiles, puisque collecter de la data pour ne pas s'en servir derrière, honnêtement, c'est inutile. Si tu fais pas de l'analyse, ça sert à rien. Mais pour donner un exemple, ce qu'on a fait pour une marque de cosmétiques, c'est que pour les nouveaux visiteurs, on a un pop-up avec une offre de bienvenue. C'est ce que fait quasiment tous les e-commerce. La personne s'inscrit au pop-up et ça déclenche une séquence de bienvenue. Et avant, la séquence de bienvenue était générique, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien sur ce visiteur. Donc on envoie email de confirmation, on présente la marque, on présente les best-sellers. Ça fonctionne pour tous les e-commerce. Ce qu'on a voulu faire, c'est améliorer les performances de cette séquence de bienvenue et la pertinence surtout. Ça, c'est un mot important. Ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau du pop-up, on a ajouté une seconde étape où on demande au visiteur, une fois qu'il s'est inscrit, quelle est ta principale préoccupation beauté. Et basé sur ces réponses, donc on met 4-5 réponses possibles, et basé sur ces réponses, on a fait une séquence de bienvenue différente. Des objets d'email différents, des best-sellers mis en avant différents, des offres différentes. Et c'est comme ça que derrière, on a pu améliorer la pertinence. Et donc du coup, on a un taux d'ouverture qui est meilleur, taux de clic qui est meilleur, et donc plus de personnes sur ton site, et in fine, plus de conversion. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut souvent se dire que, email marketing, c'est mettre en place des flows d'email, des workflows, mais on ne pense pas au fait que, j'adore le mot que tu dis de pertinence, parce qu'en fait, ça se joue aussi dans les infos que tu demandes initialement. Ça fera écho au podcast qu'on a eu avec Yann Lematch et Katz, qui met en place un quiz pour cerner, du coup, le prospect. On pourrait prendre aussi l'exemple de Horace avec son diagnostic visage. Ouais. Donc, il y a vraiment un enjeu, j'ai l'impression, de transformer ces pop-up de newsletter en déjà quelque chose d'un peu plus précis pour être plus pertinent. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a un point là-dessus que je voulais préciser, c'est que la collecte de la donnée, c'est important si derrière tu adaptes tes communications. Mais aussi, il faut comprendre que la donnée, elle va se périr en quelque sorte, puisque là, la personne nous dit sa préoccupation beauté. Donc, c'est pertinent de lui faire une séquence de bienvenue directement qui est différente, puisque c'est 7 jours après que la personne nous ait dit ça. Par contre, continuer à segmenter ses communications en fonction de cette info que la personne nous a donnée, c'est plus pertinent 6 mois après, puisque peut-être que la préoccupation beauté, elle a changé entre-temps. Donc moi, je pense que la donnée, c'est important de la collecter, et c'est aussi important d'agir dessus rapidement. Ça veut dire que comment vous y prenez? Parce que du coup, si vous devez garder continuellement la pertinence de cette donnée, donc la nettoyer entre gros guillemets, ça veut dire que tout au long, admettons, j'ai renseigné ma préoccupation beauté tout au début. Comment t'arrives à t'assurer de pas embêter pendant 1 an quelqu'un qui en fait potentiellement a changé de mood? En fait, si tu veux, on l'utilise plus cette donnée au bout d'un moment. Ok. Par exemple, si on fait des newsletters, les newsletters ne seront pas segmentés au point de si la personne nous a dit telle préoccupation, on lui envoie la newsletter avec les best-sellers en lien avec cette préoccupation. Ça, on arrête en fait. Ok, hyper intéressant. Encore une fois, avant de rentrer dans vraiment le détail des flows, parce que je voudrais que vraiment sur cet épisode, on puisse rentrer vraiment dans le détail de ce que peut apporter des flows marketing. Quelques petites questions par rapport un peu au marché. J'ai lu il n'y a pas longtemps que le coût d'acquisition moyen d'une DNVB aujourd'hui, c'est aux alentours de 26 €. Et on a des coûts d'acquisition qui petit à petit augmentent. Est-ce que tu ressens que ça a un impact sur le fait que justement les boîtes s'intéressent de plus en plus à faire fructifier leurs données et à améliorer leur funnel parce qu'elles se rendent compte que en fait, sinon les coûts d'acquisition vont s'envoler? Est-ce que toi tu le ressens? 100%. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, c'est assez rare de trouver une marque qui a augmenté ses budgets publicitaires entre 2019 et 2023.
puisque le Covid, ça a eu un effet positif pour tous les e-commerce, et après, il y a eu la chute derrière. Et c'est compliqué, et moi, je parle du coup avec des e-commerçants tous les jours, et quasiment tous, sauf quelques exceptions qui ont une grosse croissance, et là, c'est magnifique pour eux, mais la plupart des e-commerce, en ce moment, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, l'idée, c'est, maintenant, ils sont focus sur la rentabilité, surtout, du business. Ouais. Se sécuriser d'abord, avant d'aller chercher encore de la croissance. Ouais, contexte de marché global où vraiment la renta devient plus important que l'attraction maintenant. Et du coup, ça fait que c'est une autre des raisons pour lesquelles tu existes, quoi. Quand on parlait d'augmenter la LTV au début, c'est exactement ça. Comment je maximise les 26 € que j'ai mis pour acquérir ce client, comment je l'ai fait devenir le maximum pour que ça fasse le plus de thunes. Donc c'est hyper pertinent. Et petite question. Ouais, vas-y, dis-moi. Je suis là pour ça. Justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, tu as la préoccupation de ces marques à justement maximiser leur LTV. Et il n'y a pas longtemps, je lisais une étude sur Practical e-commerce, du coup, sur une population de 1000 sites web qui ont été analysés. Et en fait, seuls 8% de ces sites avaient une séquence de bienvenue, ce qui pourrait paraître la base si je mets en place une pop-up de newsletter. Est-ce que tu penses que justement, c'est la preuve que, en fait, c'est compliqué aujourd'hui pour une marque de gérer tous ces flows et toute cette data qui est collectée pour l'utiliser au mieux, quoi. Ouais, c'est une grosse erreur Donc tu veux dire que sur les 1000 sites qui avaient une pop-up, seulement 6% ont reçu une séquence de bienvenue. Seulement 8 avaient une séquence de bienvenue. J'entends séquence par plusieurs emails et pas genre juste salut, tiens ton code promo. Ok. Ah putain, c'est fou ça. Non, c'est fou ça. Et je sais pas si c'est par manque de temps, manque de connaissances. Moi, il faut savoir un truc, c'est que à force de parler avec des e-commerçants, je lancerai jamais d'e-commerce. C'est trop compliqué. Alors, l'acquisition, la rétention, les stocks, mais jamais je ferai ça. Donc ça, je mets de côté. Mais je peux comprendre que et je pense qu'il y a un manque de connaissances, puisqu'aux États-Unis, c'est très développé. Je pense que tu fais la même étude aux États-Unis, tu seras pas à 8%, tu seras à... Je sais pas. Aucune idée. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu nouveau en France, finalement, de penser à tous ces flows marketing pour maximiser la LTV. Donc, Totalement. Et en fait... après, c'est la séquence de bienvenue, tout le monde sait que c'est important, et je peux le rappeler pourquoi. Mais c'est qu'un nouveau visiteur vient de s'inscrire, il vient de recevoir son code promotionnel, et si la personne ne rachète pas, c'est bien déjà de faire des rappels de l'offre de bienvenue, mais c'est bien aussi d'augmenter la valeur perçue. Si on parle de DNVB, généralement les DNVB, elles ont un impact positif, c'est bien de le mettre en avant, c'est bien de mettre en avant aussi de la réassurance. Le gars te connaît pas, il vient de s'inscrire à ton pop-up, il voulait l'offre de bienvenue, s'il n'a pas acheté, en fait il te connaît pas, donc peut-être qu'il a besoin de plus. Donc peut-être que c'est bien de mettre en avant tes avis clients, ton produit, si c'est du prêt-à-porter, ton produit porté par des clients, ça c'est important. Et l'idée c'est de convaincre les personnes qui n'ont pas été convaincues par le premier email et par seulement l'offre en fait, tout simplement. Carrément. Puis l'image de marque, trop important quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, toujours. Ouais. Si on reprend du coup ces 3 étapes dont tu parlais, du coup, je dirais les prospects. Parcours d'intention d'achat. Post-achat et churn. Est-ce que on pourrait essayer de faire un focus un peu sur ces trois là, et on peut commencer si tu veux par le parcours d'intention d'achat. Carrément. Et peut-être nous donner des exemples. En fait, moi j'ai envie vraiment que pour le coup les gens ressortent de ce podcast en se disant ok, il y a des trucs pratiques, il y a des tips, il y a de la valeur. Donc, est-ce que on pourrait avoir des exemples, soit des exemples de méthodos, soit des exemples très concrets de flow pour faire des bons flows, notamment sur la première partie, le parcours d'intention d'achat. Ouais, je peux te faire une petite liste de flows que nous on a l'habitude de mettre en place sur la majorité des e-commerce avec qui on bosse. Dans le parcours d'intention d'achat, tu vas avoir le quiz si tu en as un. Donc la personne, nouveau visiteur ou client, elle va faire ton quiz ou diagnostic pour de la cosmétique. Et derrière, on a une séquence qui se déclenche. Il y a ça. Sinon, alternative, où il peut y avoir les deux, ça va être un pop-up et derrière la séquence de bienvenue. Donc ça fait 2 flows. 3, on va avoir le Browse Abandonment qu'on met en place et qui est peu connu. Browse Abandonment, c'est l'abandon de vue produit. Ça va être les personnes qui sont connues dans l'outil. Et en fait, c'est grâce aux cookies qu'on reconnaît que la personne est active sur le site. Et opt-in. Ça, t'es pas obligé, mais c'est mieux de mettre opt-in quand même, parce que sinon, en réalité, t'as pas le droit de les recontacter. Et en fait, la personne va voir un produit et va quitter ton site, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ajouté au panier tout ça, mais elle a juste vu un produit et nous on pense que c'est important de la relancer. Par contre, elle n'a pas exprimé une intention forte d'acheter, elle a juste regardé un produit, donc on essaye de pas être trop intrusif et généralement on se limite à un email dans le flow. C'est hyper intéressant parce qu'on parle souvent du fameux flow des paniers abandonnés. Ouais. On oublie du coup les fiches produits quittées, quoi. Et c'est hyper important. C'est hyper important et j'ai des clients même avec un peu de
de JavaScript en plus, un peu de code en plus, on peut créer des événements dans Klaviyo où ça peut être par exemple la personne a vu telle page, pas forcément produit, et après tu peux relancer par exemple page de collection, tu peux faire un flow de relance de page de collection. Ah, et donc faire des parcours même extrêmement personnalisés, parce qu'on pourrait même avoir si tu as un hook qui se déclenche sur une fiche produit qui a été abandonnée, tu peux savoir quel produit et tu peux même aller du coup faire des flows hyper personnalisés. Et si je reviens sur le browse abandonment qui est peu connu, donc c'est l'abandon de vue produit, vu que nous on aime bien faire un seul email pour pas être trop intrusif, on peut réafficher donc le produit que la personne a visionné, tout ça. Et ce qu'on aime bien, c'est segmenter en fonction du type de produit que la personne a regardé. Par exemple, si la personne va sur un site de prêt-à-porter, qu'elle regarde les chinos, on va envoyer un email plus tourné autour des chinos, en fait, peut-être mettre en avant la production des chinos, tout ça. Si elle a plutôt regardé une chemise, l'email sera différent. Si la personne a regardé une veste, l'email sera différent. Donc c'est segmenté en fait, en fonction du coup de son intérêt. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu dis que tu aimes bien envoyer qu'un mail ? C'est parce que tu penses que les workflows de relance au bout d'un moment, c'est affreux, et que du coup tu pollues ton client et que tu fais baisser la confiance qu'il a ? C'est ça, en fait c'est le désabonnement surtout. Ouais. En fait il faut savoir que si tu envoies trop d'emails, tu as des personnes qui vont se désabonner, forcément. Et si c'est un acheteur qui se désabonne, la probabilité de churn, elle augmente énormément. Donc de churn, c'est-à-dire d'attrition, c'est-à-dire que le client, la probabilité qu'il n'achète plus chez toi augmente énormément. Pourquoi ? Parce que tu auras plus d'opportunités, plus de possibilités de le recontacter. S'il supprime, tes emails, ils s'enverront pas. Ouais. Tu peux le recontacter en faisant du retargeting avec des ads, pourquoi pas, mais c'est pas top, quoi. Ouais, donc du coup, pour une agence d'email marketing, l'opt-out, c'est vraiment l'ennemi juré, quoi. Alors, l'opt-out pour les clients. Ouais. Très important. Et en fait, si du coup tu as suivi, le browse abandonment, ça va être pour les personnes connues dans la base de données. Ouais. Puisque vu produit, la personne nous a pas donné son adresse mail, c'est juste grâce aux cookies déposés sur le navigateur. Et donc le browse abandonment, ce sera en majorité des clients en fait, en réalité. Ouais. C'est pour ça que c'est important de ne pas être trop pushy. Et ce qui nous amène à la deuxième étape, du coup, les workflows autour des clients. Qui est, c'est un peu ça. Et en fait, si tu veux, dans le parcours d'intention d'achat, si la personne a vu un produit et a cliqué sur ajouter au panier, elle va pas recevoir le browse abandonment, elle va recevoir l'abandon de panier. Ça a des fois une séquence un peu plus longue. Et si une personne regarde un produit, ajoute au panier et va jusqu'à la case checkout, elle reçoit pas les précédents, elle va recevoir l'abandon de checkout. Ok, hyper intéressant. Donc en fait, vous décomposez, détriturez tout le funnel et vous allez y poser, j'allais dire des pansements, mais ouais, c'est ça un peu. Des pansements pour en fait aller garder dans le funnel le maximum de gens. Et donc, c'est ça. Et tout en haut du funnel, je ne l'ai pas mis, mais il y a un dernier flow que moi je suis pas fan, mais bon, il y a peut-être plusieurs écoles. C'est lorsqu'une personne a été active sur le site et n'a pas fait d'action supplémentaire et qu'elle a quitté le site, c'est un email de relance. C'est même pas qu'elle a vu un produit, c'est juste avant. C'est active sur le site. Donc la homepage par exemple, ce genre de choses. Et ce flow, on va le mettre en place par exemple pour le Black Friday, pour Noël. La personne a été active sur le site. Petit email de relance qui dit voici nos nouveautés pour le Black Friday, pour Noël. Ouais, en vrai, les offres en cours. En vrai, c'est un enjeu important parce que plus le monde avance, plus du coup les clients sont versatiles. Enfin, les prospects / clients sont versatiles et du coup peuvent en 2 secondes avoir une interruption dans leur flow et en fait du coup ils auraient commandé mais là en fait ils sont passés à autre chose. Donc finalement d'aller essayer de les rattraper, ça devient de plus en plus important, quoi. C'est ça, totalement. Et dans le workflow du coup donc on n'a pas fait le parcours d'intention et allons maintenant si tu le veux bien en se rapprochant maintenant petit à petit du checkout. Là on y était déjà. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu, moi j'en parle beaucoup avec des DNVB, de la perte d'argent phénoménale des paniers abandonnés. Ouais. Est-ce que tu confirmes ? Et ça, c'est fou. Comment tu interprètes ces nombreux paniers abandonnés et qu'est-ce que vous faites à la Standard E-com pour essayer d'y remédier ? En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles une personne pourrait abandonner son panier, mais généralement ça va être les frais d'expédition. Ok. Ça, c'est un vrai truc. Et après, en fait, ça dépend. Nous, ce qu'on a fait pour des clients, par exemple, c'est sur le 2e ou 3e email de panier abandonné. C'est carrément un questionnaire où on demande à la personne prenez 2 minutes pour nous dire pourquoi vous n'avez pas complété votre commande et vous aurez une surprise à la fin. Et du coup, on a plus d'informations sur pourquoi la personne n'a pas finalisé son panier. Ça peut être par exemple le manque d'informations sur les pages produits. Mais généralement, c'est quand même les frais de livraison. Ok, intéressant. Ça veut dire que du coup, on arrive vraiment quand le montant de la commande peut poser problème, il y a une espèce de surprise vraiment non anticipée.
Et au niveau du checkout of the month, ce qui est important de faire, enfin nous on estime chez la Standard Ecom, c'est de séparer les acheteurs, et ça tu m'en parlais avant, mais les acheteurs existants et les prospects, et d'avoir une relance différente en fait. Parce que si tu as un acheteur récurrent qui commence un checkout, peut-être éviter de lui offrir directement une réduction. Par contre, pour un prospect qui n'a jamais acheté chez toi, pour une première commande, c'est moins déconnant, en tout cas, de lui offrir une réduction. Ouais, et puis en plus, tu as potentiellement deux attitudes différentes parce qu'un prospect, il peut avoir abandonné le panier parce que juste problème de confiance en la marque, alors que l'acheteur, tu peux te dire que s'il a fait plusieurs commandes, on a déjà passé ce step-là. Carrément. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le prospect, la confiance en la marque, Trustpilot devient fondamental, en particulier dans certains domaines qui touchent à la cosmétique, à la santé, à la nutrition. J'imagine que c'est aussi hyper important de valoriser cette réassurance via les avis pour les prospects. Et vis-à-vis de ça, alors ça on l'a fait pour 2 de nos clients récemment, on s'en est rendu compte. Mais en fait, si tu veux, en e-commerce, généralement tu as les avis sur le site qui sont hostés sur des applications. Si c'est un site Shopify, qui vont être hostés par des applications du type Smiley.io, Judge Me. Donc voilà, c'est des apps d'avis. Et si tu veux, tu vas avoir des e-commerce avec 10 000 avis positifs sur leur site. Et en fait, ils ont un flow de récupération d'avis clients, mais ça va être des avis sur leur site. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que si tu as 10 000 avis positifs sur ton site et 20 000, il n'y aura aucune différence entre les deux au niveau du taux de conversion. Ou alors ce sera très minime. Par contre, à côté, on a regardé sur avis vérifiés ou sur Trustpilot, donc des sites externes à leur site, tu as une note de 3.5. Et je leur ai dit, ça c'est problématique. Et ça, par contre, ça vient niquer en fait ton taux de conversion. Et j'en suis persuadé. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau du flow de demande d'avis client, on a renvoyé 70% des demandes du style « Vous avez aimé votre commande, laissez-nous un avis ». 70% des emails sont envoyés pour les avis sur le site et 30% sont envoyés pour laisser un avis sur Trustpilot au niveau du flow. Je sais pas si tu vois. Si, je vois très bien. Très clair. Je vois très bien. Mais hyper intéressant ce que tu dis sur Trustpilot à vérifier. Parce que, en fait, c'est vrai que pour un prospect qui n'a pas encore acheté, d'autant plus que Trustpilot rank hyper bien sur Google quand du coup on fait des recherches de marques plus avis, genre 900 Care avis, Plante pour tous avis, Horace avis. Trustpilot arrive dans les. Donc on peut se rendre compte des problèmes un peu désastreux que ça peut avoir sur le flow si je suis pas sûr d'acheter sur une marque que je connais pas. Et donc du coup en fait je cherche nom de la marque avis et je tombe sur un 3.5 et je vois des avis négatifs. C'est sûr que le drop dans le funnel là il est phénoménal quoi. Je pense qu'on le fait tous, hein. Moi en tant que consommateur. Tu vois. Ouais, on le fait tous. Et en plus, il y a le drop qui est passé avant, où du coup, il y a eu plein d'abus. Donc peut-être aussi une érosion de la confiance dans les marques. Bah, c'est sûr. Ouais. Intéressant. On avance dans le funnel ? Ça te dérange pas ? Donc là, on était parcours intention d'achat et on passe sur le post-achat. Donc concrètement, que se passe-t-il lorsqu'une personne passe commande chez toi ? En sachant que là, je vais donner une stat très importante. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais sur toutes les industries confondues, moi j'ai jamais vu d'exception à ce niveau-là. Si tu regardes le taux de réachat le plus élevé, c'est les 30 premiers jours après l'achat. Je trouve ça dingue. Genre moi je suis consommateur, je rachète jamais chez une marque alors que je viens d'acheter. Mais j'ai regardé sur de l'optique, de la culotte menstruelle, en fait plein d'industries différentes, et tout le temps le taux de réachat le plus élevé c'était les 30 premiers jours après l'achat. Dingue. Comment t'expliques ça ? Je sais pas. J'en sais rien. Ça veut dire qu'il y a un espèce de moment privilégié où du coup pendant 30 jours du coup c'est la fenêtre où en fait c'est frais dans la mémoire du client et il y a une je pense. Et en fait si tu regardes les cohortes, ça te parle les cohortes. Ouais. Génial. En fait c'est pour toutes les industries quoi. Dingue. On pourrait penser que pour l'optique où t'achètes pas une paire de lunettes tout le temps. Donc en fait ça veut dire que vous axez. Est-ce que ça a un impact sur ce que vous faites dans vos workflows ? Vous essayez de tabler sur cette fenêtre ? Ouais, bah c'est important en fait. Alors sur du post-achat, c'est hyper important de faire une séquence différente en fonction de si la personne achète pour la première fois chez toi ou si c'est un acheteur récurrent. Mais en fait, on construit des stratégies différentes pour chaque client, donc c'est compliqué à dire. Mais si je donne des stats peut-être un peu intéressantes, voilà, sur la fenêtre des 30 premiers jours est hyper intéressante et c'est pourquoi c'est parfois intéressant, tu vois, de pousser du parrainage, pousser le programme de fidélité à ce moment-là. Il y a aussi un autre moment qui est important, c'est entre le moment où la personne passe commande et le moment où elle reçoit sa commande. Tu vois, généralement 3-4 jours. Et si tu envoies un email à ce moment-là, dans cette fenêtre, tu auras un taux d'ouverture de 80%, forcément. Ouais, hyper intéressant.
Donc si tu as envie de passer des informations importantes, ça peut être intéressant de la caler dans cette fenêtre-là. Par exemple, de pousser vers les réseaux sociaux. Parce que le client est concerné par sa commande, il s'attend à recevoir des news sur sa livraison et tout. Ah, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on oublie que il peut y avoir des emails marketing à ce moment-là. Généralement, on s'attend à ce qu'il y ait plutôt des emails transactionnels, genre en mode confirmation de commande, des choses sur ta livraison. Et c'est vrai qu'on oublie que en fait, faut profiter du fait que le client soit hyper attentif pour aller passer des messages, quoi. Alors idéalement, il faut faire gaffe un peu avec les emails transactionnels pour pas qu'il y ait trop de pression commerciale. Mais du coup, nous, pour un de nos clients, on a vraiment calé en plein milieu une redirection vers les réseaux sociaux. Et je crois que c'était taux d'ouverture de 75% et le taux de clic de 14-15%. Dingue. C'est fou, hein. Trop bien. Incroyable. Et donc sur du post-achat, tu as ces deux fenêtres-là qui sont intéressantes. Et ensuite, ça dépend un peu de la taille de la marque. Mais si tu as une marque qui fait plus d'1 million à l'année, je pense que ça devient intéressant de se poser sur les cohortes, de se poser sur de l'analyse de données, en fait, et de déterminer le délai moyen entre le premier achat et le second. Si c'est 2 mois, peut-être que c'est intéressant de pousser un email à ces 2 mois-là, quoi. À ce moment-là, ok. Parce que du coup, tu utilises comme insight la data de l'ensemble de tes clients pour te dire, ok, là, pour la majorité de mes clients, c'est le moment du réachat, donc je dois être présent pour le pousser. Ouais, comportement d'achat, y a ça. Et si tu es une boîte qui fait, on va dire, plus de 10 millions à l'année, là, c'est intéressant de devenir granulaire au niveau des produits, pourquoi pas, à ce point. Donc, c'est-à-dire, la personne, elle achète un t-shirt, et en fait, on voit sur l'analyse de données que si elle achète ce t-shirt, en fait, elle a tant de pourcents de chances d'acheter ce pantalon 3 semaines après. Et là, pourquoi pas, c'est intéressant de push un email à ce moment-là. Ok. En fait, je pense que c'est important de ne pas tomber dans l'hypersegmentation si tu n'as pas assez de volume. Ça, c'est un danger. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, il faut plutôt y aller, je dirais, essayer, et enfin, je vais pas dire aller à l'intuition, mais du coup, aller chercher des certitudes et ensuite, segmenter. Carrément. De toute façon, nous, on le fait même avec des grosses boîtes, hein. Généralement, on va mettre en place un flow générique. Comme ça, on le met en place rapidement, on a les résultats qui arrivent, tout le monde est content. Et derrière, en fait, on segmente petit à petit. Par exemple, on a une séquence... je sais pas si je te donne un exemple. Je vais me perdre. Non, je vais me perdre. Ça va être trop compliqué, je vais être sur la table là, mais je sais pas si on voit mes mains d'ailleurs. T'es pas obligé, t'inquiète, mais sauf si tu penses que là c'est pertinent pour C'était pas pertinent. Ça roule. On passe à l'après. Ouais. Vas-y. Donc parcours d'achat, post-achat. Et le troisième, c'est le churn. Qu'est-ce que tu fais quand une personne est sur le point de churn? Donc tel client, en fait, on estime qu'il ne va plus racheter chez toi. Si tu utilises Klaviyo comme ESP, ESP c'est Email Service Provider. Si tu utilises Klaviyo, ils ont un peu d'intelligence artificielle. Je sais même pas si c'est trop de l'intelligence artificielle. Mais en gros, à l'échelle de l'individu, donc de chaque client, ils ont un pourcentage de churn associé à chaque client. Ok. C'est-à-dire, tu as Joséphine Bertrand, tu vas avoir 70% de taux de churn, en fait. Donc, c'est la probabilité que la personne ne rachète pas. Et tu peux déclencher des flows. Par exemple, tu peux déclencher un flow si la personne atteint un pourcentage de churn de 90%. Ok. Parce qu'on estime que c'est très élevé. Donc là, c'est intéressant puisque tu peux être granulaire à l'échelle des individus, en fait. Donc là, c'est vraiment Klaviyo, c'est très poussé. Mais sinon, tu peux prendre, si tu n'as pas toute cette donnée-là, tu peux prendre le délai moyen entre 2 achats. Et si la personne dépasse ce délai de 2 mois, par exemple, tu lui shootes un email. Tu lui shootes du SMS, peu importe, en fait. Et nous, au niveau du win-back, on a testé beaucoup de choses. Donc pour récupérer les anciens clients, on a testé beaucoup de choses. Faire des offres, ça fonctionne, mais c'est très peu, quoi. Tu récupères très peu de clients comme ça. Donc nous, ce qu'on a préféré faire pour certains clients, c'est plutôt que de donner une offre juste comme ça, c'est de leur dire prenez 2 minutes pour nous expliquer pourquoi vous n'avez pas racheté chez nous. Vous aurez une surprise à la fin, toujours, sinon ça marche pas trop. Toujours l'incentive. Ouais, toujours l'incentive. Et en fait, l'idée, c'est de collecter de la donnée et de comprendre pourquoi la personne n'a pas racheté. Et du coup, c'est pas pour forcément récupérer ces acheteurs-là, mais c'est pour corriger les potentielles lacunes du business pour éviter que les prochains acheteurs ne churnent, en fait. Ça, c'est hyper intéressant. Yann Lemad m'en parlait avec, sur Katz, Okay. où ils questionnaient les gens qui churnaient pour affiner leur workflow après et se dire, OK, les causes les plus importantes de churn, c'est ça, donc je dois travailler là-dessus sur les messages que j'envoie. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça fait un cercle vertueux où tu utilises les churns pour, limiter le churn des prochains. C'est génial, ça. Donc, hyper cool. Hyper cool. Et donc, on a parcours d'intention d'achat, post-achat, churn.
Et en parallèle, on va avoir des flows, par exemple, flow anniversaire, flow liés à des programmes de fidélité, programmes de parrainage, guide d'entretien. Non, ça serait du post-achat. Mais donc voilà, plus ou moins, je t'ai fait un peu le spectre de ce qu'on peut faire sur Klaviyo. Ok, petite question par rapport au churn. Tu disais un truc que je trouve intéressant parce que si je suis un abonnement comme Katz ou 900 Care, bon, le churn c'est simple, c'est quelqu'un qui a résilié l'abonnement. Donc en vrai, je pourrais me dire c'est simple. Quand tu es une marque qui vend du coup des produits et pas un abonnement, ça commence à devenir un peu plus complexe parce que en gros, comment je détermine du coup ce qu'est un churn? Tout à l'heure, tu donnais un très bon exemple en disant je peux utiliser mes cohortes pour me dire que normalement, le délai entre 2 achats, il est de temps. Donc, s'il n'y a pas d'achat, je peux considérer qu'il est churn. Mais comment, tu vois, tu fais rentrer quelque chose... Avec abonnement, du coup quelqu'un. Non, justement, sur un produit où il n'y a pas d'abonnement, ou du coup, comment on définit ce que c'est un client qui churn? C'est un client qui n'a pas racheté depuis X temps et ça, c'est défini par les cohortes que tu as? Ouais. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça totalement. À part si t'as Klaviyo avec le pourcentage de churn. Ouais, justement, avec ce que tu disais. Ce qui est pas mal. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'abonnement, ce que tu disais, en fait, peut-être que la personne va acheter et en fait, elle est en abonnement pendant 6 mois. Et en fait, même si tes cohortes te disent que 6 mois après, c'est que la personne a churn, en réalité, non, puisqu'elle est encore en abonnement. Et nous, là, on bosse avec une boîte qui font des gummies. Je sais pas si je peux le dire le nom. Mais qui font des gummies. Et la particularité, c'est qu'ils ont des produits en one-shot que tu peux acheter juste comme ça. Et des produits que tu peux acheter en abonnement. Ok. Et du coup, le churn et la relance de churn va être totalement différente. Par exemple, les personnes qui ont pris l'abonnement, le churn va commencer à partir du moment où ils se désabonnent, en fait, tout simplement. Donc la personne se désabonne, et ça, on a l'info dans Klaviyo, puisqu'on utilise Recharge. Et beaucoup de boîtes utilisent... Si c'est Recharge. Si ça, c'est Recharge. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a l'info dans Klaviyo lorsqu'une personne se désabonne, donc on peut shooter une enquête de pourquoi tu t'es désabonné, pour, encore une fois, corriger les potentielles lacunes. Et derrière, si la personne, 2 mois après qu'elle s'est désabonnée, elle n'a pas racheté ou elle n'a pas interagi sur le site, pourquoi pas, là c'est intéressant d'envoyer un email ou une communication. Trop bien, trop bien. Depuis tout à l'heure, donc là on a fait l'ensemble du funnel, tout le spectre. Donc c'est plutôt cool, avec des exemples. J'espère que ce sera activable pour vous si vous écoutez. Tu dis que vous faites que de l'email marketing. Est-ce que c'est un choix? Et pourquoi, du coup, vous vous positionnez pas sur d'autres canaux et quels conseils vous donnez justement par rapport à cette omnicanalité des canaux de communication? Alors, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est pas totalement vrai. Pour un de nos clients, on fait email, SMS et phoning aussi. Ok. Enfin, on n'appelle pas nous-mêmes, mais on a incrusté en gros le phoning dans la stratégie CRM. C'est pour un gros client. Mais c'est vrai qu'on est concentré surtout email marketing et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, encore une fois, on est exclusif sur Klaviyo. On bosse que sur Klaviyo. C'est que Klaviyo SMS n'est pas disponible en France. Il est disponible aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, aux UK, mais pas en France. Ok. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est assez jeune, en vrai, comme boîte, comme agence. Et en fait, on veut délivrer un service hyper quali et on veut pas se défocus, tout simplement. Ouais. Donc je pense que les SMS, ça va venir, ça c'est sûr. Pas pour l'instant, mais ça va venir dans les mois qui viennent, je pense. Et ça va venir parce que du coup, Klaviyo t'aura unlocké la possibilité de le faire, ou tu penses parce que c'est indispensable aujourd'hui d'aller vers ce canal-là? En réalité, le fait que Klaviyo soit pas disponible en France, c'est pas bloquant. Il y a des alternatives. Et en fait, le SMS c'est indispensable, puisqu'en fait, nous on est une agence d'email marketing, mais à terme, j'aimerais bien être une agence de rétention. C'est-à-dire que même le WhatsApp, tout ça, enfin il y a trop de trucs, c'est hyper intéressant. Et on a besoin de tout ça, puisqu'en fait tu vas avoir des personnes qui préfèrent recevoir des emails, mais d'autres personnes qui sont plus réceptifs avec les SMS. Ouais. Et on a besoin de tout ça pour construire une vraie stratégie vraiment solide. Pour une marque qui fait en dessous de 1 million, en dessous de 10 millions à l'année, t'as peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Mais si derrière on veut aller chercher des Chanel, des Jacquemus, tout ça, comme client, on va devoir, je pense, élargir notre spectre, tu vois. Intéressant. Et d'ailleurs, il y a une autre étude que je mettrai du coup en lien en dessous le podcast qui montre à quel point du coup il y a une grosse augmentation. En fait, c'est marrant, il y a une courbe qui montre le drop de l'email marketing qui du coup, vu qu'il y a de plus en plus d'emails,
T'inquiète pas, je fais pas de la mauvaise pub pour la Tandaricom parce que avec tout ce qu'on vient de se dire, je pense que si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut mettre en place des stratégies d'email marketing, je peux rien y faire. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de montrer à quel point le messaging, je dirais même le messaging et pas forcément le SMS, le messaging prend beaucoup de place aux États-Unis. Du coup, il y a de plus en plus d'utilisation du SMS et de WhatsApp. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pour traiter des use cases un peu différents. Du coup, on va pas communiquer forcément du coup en 160 caractères, on communique peut-être pas forcément de la même manière qu'avec avec de l'email, mais c'est intéressant parce que par contre tu as des taux de reach qui sont forts, c'est-à-dire qu'un SMS ça reste quand même moins perdu du coup sur ton téléphone, donc en gros il y a un truc intéressant et je pense que ça sera intéressant effectivement que vous alliez dessus après quoi. C'est plus coûteux par contre. C'est plus coûteux. Parce que tu vois, je parlais avec un gars qui a le CMO d'une boîte, ils ont 7 millions d'adresses mail dans la base de données, ce qui est pas mal quand même pour une marque. Et ils priorisent l'email par rapport au SMS, puisqu'ils me disaient que ça coûte hyper cher, quoi. Ouais. Et t'as entendu parler du RCS ou pas ? Oui. Incroyable. Ouais, pas mal du tout. Et effectivement, avec l'arrivée de WhatsApp, qui est déjà très implanté dans certains pays hispanophones, comme l'Espagne ou le Brésil, il y a des trucs vraiment intéressants à faire, je pense, là-dessus. Puisque du coup, pour expliquer très rapidement, le RCS, c'est, en gros, ils appellent ça le SMS 2.0. Ça va être, alors, si je dis pas de conneries, c'est principalement pour les utilisateurs d'Android. Si une personne qui a un iPhone reçoit un RCS, en réalité, ça va changer, ça va devenir un SMS classique. C'est ça. Mais pour une personne sur Android, elle va avoir le SMS qui apparaît, mais avec des éléments de branding en plus. Elle va le recevoir dans son inbox comme si c'était sa mère qui lui envoyait un message. Mais il y aura des éléments de branding en plus, des appels à l'action, et c'est assez bluffant en réalité. Ouais. Tu vois le logo de la marque qui apparaît en contact et tout, j'ai trouvé ça assez bien. T'arrives à avoir un SMS, mais avec le côté moins moche, entre guillemets, mais du coup, et plus quali, avec le branding qui peut transparaître. Et pour les DNVB, je me suis dit que moi, tu vois, je me tâte à faire des tests avec mes clients. Ouais, franchement, intéressant, tu devrais. Je pense. Ouais. Tu devrais vraiment. Petite question par rapport justement à du coup tes clients DNVB. Okay. J'allais parler un peu d'angle mort de la data parce que, en gros, avec tout ce qu'on vient de se dire, avec la décomposition du funnel, en fait, c'est constamment important d'avoir de la data qui vient, enfin, en tout cas des triggers qui viennent déclencher des workflows. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, et si ça t'arrive, comment tu gères ça, d'avoir des angles morts de data, que ce soit sur le online ou aussi quand des DNVB vont sur le physique où on n'a pas forcément les mêmes outils de captation de data que du coup sur le online. Je peux rentrer chez Jimmy Fairly, peut-être pas un bon exemple Jimmy Fairly, mais je peux rentrer chez Horace, acheter une crème et en fait je ressors, il n'y a pas de data qui a été glanée sur moi. Comment tu t'arrives à traiter ces angles morts de data et sinon, est-ce que pour l'instant tu te focuses sur le online et en fait tu verras après Non, bah écoute, très bonne question. En vrai, sur le online, t'as pas d'angle mort. Tu peux trigger des flows, mais en fait, si tu veux l'angle mort, ce sera. Tu peux trigger des flows, mais pour segmenter, des fois, tu as besoin de plus de données. Ouais. Et là, du coup, tu auras un angle mort. Mais en fait, la partie générale, en soi, tu peux faire des flows. Et sur le physique. Bah, tu vois, j'ai quelques clients qui ont des boutiques physiques et qui ont réussi à connecter le CMS dans lequel est recueilli en fait toutes les commandes. Ils l'ont connecté à Klaviyo. Du coup, on a tout sur Klaviyo. Ok. Pour 3 clients. Ça, c'est génial. Ça, c'est magnifique. Franchement, une beauté. Le compte Klaviyo, il est incroyable. Mais c'est vrai que sur le physique, c'est compliqué. En fait, sur le physique, si la personne commande, on a du coup l'information de paiement, l'information de la commande en fait en elle-même, l'adresse de la personne. Mais c'est tout. C'est tout, on n'a pas plus d'infos. Et pour un visiteur du site, on a de la boutique physique, on n'a pas d'infos par exemple. Ouais. Donc là, il y a, comme tu disais, peut-être un angle mort. Un angle mort de data, ouais. Mais en fait, c'est vrai que nous, pour le coup, chez Pongo, on s'intéresse beaucoup à ça parce que c'est vrai que depuis des années, tu vas chez Zalando, enfin tu vas sur le site de Zalando avant même d'avoir du coup commandé, t'es retargeté. Quand tu commandes grâce à des boîtes comme toi, en fait il y a un certain nombre de workflows qui vont me faire recommander. Ouais. Et sur le physique, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu le parent pauvre parce que du coup tu rentres dans le point de vente et puis en fait chez Zalando aussi. Non, je prenais l'exemple de Zalando pour faire un parallèle entre le online et le physique, mais du coup effectivement sur le physique c'est un peu c'est compliqué parce qu'en fait, et on en parlait avec Maxime qui crée des pop-up stores. Effectivement sur le physique la collecte de la data c'est chaud ouais. Donc ouais c'est assez intéressant comme sujet. C'est compliqué surtout que
Après, là, pour mes clients qui ont des boutiques physiques, c'est pas complexe dans le sens où la personne passe commande et c'est terminé. Mais à partir du moment où tu mets en place un programme de fidélité que tu dois avoir, en fait, que tu dois tenir sur l'e-commerce, généralement ça va, et ensuite tu ajoutes les boutiques et là ça va plus. Parce que tu dois avoir une continuité entre les deux et que ce soit relié en fait. Ouais, c'est ça. Ce que vous faites. Ouais, carrément, ouais, en tout cas ce qu'on essaye de faire, mais effectivement, en fait, t'as des pure players de la feed sur le online, les Smile de Tayo, tu les as cités. Et en fait, t'as peu de gens qui réussissent à faire l'union des deux, du physique et du online. Donc, ouais, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Comment, finalement, on fait un clavier omnicanal demain, enfin, pour couvrir tout le parcours et savoir que toi, t'es allé chez Horace en physique, mais après que t'as recommandé online, etc., et pouvoir avoir des workflows qui couvrent tout le parcours, quoi. Mais tu vois, je me pose la question, du coup, je viens d'y penser, mais pour les marques qui ont mis en place des gros programmes de fidélité avec Yotpo, Smiley.io, Referral Candy, tout ça, le jour où elles vont ouvrir des boutiques, elles sont niquées, en fait. C'est ça. Je crois que le jour où elles ouvrent des boutiques, elles sont niquées parce qu'effectivement, ouais, les Yotpo ont grandi sur le online, quoi. Donc effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus. D'autant plus que, je sais pas si tu le ressens toi, mais nous, on ressent de plus en plus de marques qui du coup essayent de diversifier leurs canaux d'acquisition, notamment à cause de la hausse des coûts d'acquisition dont on a parlé, et donc qui viennent se mettre sur le physique pour en fait faire plus d'awareness et avoir d'autres manières de faire du business. Donc le problème, je pense, va se poser. Et c'est pas anodin si Shopify fait son Shopify POS et est présent de plus en plus dans le monde physique, parce que je pense qu'ils ont compris que il y a un besoin d'omnicanalité, quoi. Donc ouais, sujet sujet brûlant. Sujet brûlant, effectivement. Si tu devais tu vois, résumer. Je demande souvent cette question qui est un peu bateau de la question de la recette magique, ou en tout cas des grands tips que tu pourrais donner à tes clients, ça se trouve tu donnes déjà à tes clients. Mais si tu devais résumer les points de vigilance pour avoir une bonne stratégie CRM, les bons ingrédients de la recette. Alors j'en ai un. Je le fais face cam puisque c'est un message d'alerte que je dois faire. C'est les erreurs de paramétrage. Faites appel à un pro et ne paramétrez pas vous-même. C'est trop important. En fait, si tu veux, là, j'ai fait, on va dire, les 7 derniers audits que j'ai fait de marque e-commerce. Certaines sont devenues clients, d'autres non. Sur les 7, il y avait un seul compte Klaviyo qui était bien paramétré. Et quand je dis bien paramétré, c'était que sur l'existant, en fait, t'avais pas l'existant des flows, t'avais pas d'erreur de paramétrage. Et les autres, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, ils ont mis des flows qui tournent depuis une année entière. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, le flow de panier abandonné, il s'envoyait mal. Ou alors que le flow de panier abandonné, il s'envoyait en double. C'est-à-dire que une personne qui commence un checkout 3 fois, et ça arrive souvent, c'est une personne sur 4, au moins 2-3 fois, elle recevait la séquence de bienvenue en double et en triple. Et ça, c'est problématique de fou. T'as un taux de désabonnement qui explose, les performances qui baissent. Et en fait, tu te rends compte que c'était actif pendant 12 mois. Donc le coût d'opportunité, il est énorme. Ça, et ou alors la séquence de bienvenue qui se déclenche pas, ce genre de choses, quoi. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire que c'est là tout l'intérêt de passer par des gens dont c'est le métier. Ouais. C'est qu'en fait, c'est dingue comment une erreur de paramétrage peut avoir un impact business énorme sur le funnel d'une boîte. Mais j'ai une anecdote là-dessus, c'est que l'un de nos premiers clients, en fait, quand on a fait l'audit du compte, on s'est rendu compte, en fait, il y a des filtres dans Klaviyo qui permettent de retirer certaines personnes du flow. Elles ne reçoivent pas les emails. Et un des filtres dans le flow de panier abandonné, c'était la personne a passé commande depuis qu'elle est rentrée dans le flow. Et si tu veux, il fallait mettre le filtre inverse qui est que la personne n'a pas passé commande depuis qu'elle est rentrée dans le flow. Ce qui se passe donc, c'est que la personne qui recevait la séquence de panier abandonné, c'était toute celle qui avait commencé un checkout et qui l'avait finalisé juste après. Elle recevait le message inverse. Elle recevait le message inverse. Et les personnes qui commençaient un panier et qui l'abandonnaient, elles recevaient rien. Dingue. Et ça veut dire que vous passez énormément de temps à tout checker. Moi, j'imagine que vous avez moins besoin de tout checker parce qu'en fait vous le faites tous les jours, donc en fait ces erreurs de paramétrage vous devez pas les faire. Mais ça c'est un bon point. Alors du coup quand on commence à bosser, on recheck tout, enfin on remet tout à plat. Et même quand moi ou quelqu'un de mon équipe paramètre un flow, on a un système, on utilise Notion dans l'équipe, on a un système de cases de validation. Et en fait dès qu'on a paramétré quelque chose dans Klaviyo, un email, un flow, peu importe, on met le lendemain une deadline et t'as une notif qui pop sur Notion qui te dit va vérifier le flow maintenant qu'il est actif. Et on voit les personnes qui
ont reçu l'email, qui ont reçu le flow. On voit si tout correspond et si c'est bon, on met de côté et on sait que c'est validé. Ça veut dire que vous automatisez la rigueur du check. Tout le temps. Et même des fois, pour te dire, quand on active un flow, dans Klaviyo, tu peux mettre un mode qui s'appelle manuel. C'est entre le live et l'inactif. C'est-à-dire que manuel, les personnes ne reçoivent pas l'email et si tu veux qu'elles le reçoivent, tu dois valider manuellement. Et ce que je fais, c'est que pendant un jour, je le laisse en manuel. Je reviens sur le flow le lendemain. Je regarde les personnes qui auraient dû recevoir l'email. Je regarde si ça correspond avec ce qu'on voulait. Et si c'est bon, je mets en live. C'est un travail de fou, hein. C'est un travail de fou parce que là, on parle juste de setup alors qu'on a parlé de tout le funnel et des workflows à mettre en place. Donc, on oublie que du coup, c'est du contenu à créer, c'est des messages, c'est des insights à obtenir pour itérer. Et en plus, il y a ce boulot phénoménal de paramétrage pour s'assurer que tous les workflows font pas de la merde. C'est ça, t'as un gros sujet sur la créa, hein, honnêtement. Moi, du coup, j'ai Ezekiel, directeur artistique de la Standard Ecom, qui s'occupe de tout ce qui est créa. Il est trop fort. Et c'est trop important. Et petit parallèle, c'est qu'aujourd'hui, on utilise pas mal le plain text. Ça te parle ? Ouais, le fait de faire un message comme s'il venait d'une personne, quoi. C'est ça, donc c'est un email sans design. Et voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, on a fait le test 6 fois avec 6 marques différentes. Plain text vs un email avec un beau design, le même contenu. On a envoyé l'email et le plain text avait un meilleur taux de clic sur les 6 fois en fait. C'est là que j'ai hésité à virer Ezekiel. Non, mais en fait, c'est assez fou puisque je pense que ça vient du fait que t'as un côté hyper personnel, t'as un côté qui surprend surtout, t'es pas habitué à recevoir ce genre d'email. Et le message passe mieux puisque voilà, c'est de l'écrit, t'as moins de visuel, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que le taux de clic est plus élevé. Tu sais, je trouve ça hyper cool parce que de tout ce que tu dis, on a l'impression, et moi j'avoue que du coup, si j'étais une marque, ça me donne envie de travailler avec la Standard Ecom, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des marques, de tout ce que vous faites, vous itérez pour devenir meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, en apprenant, en vous disant pas, ok, je fais mon taf, je fais les workflows pour les marques, mais genre en gros, en vous disant comment à chaque fois vous pouvez apprendre de ce que vous faites pour la énième marque, ce soit encore plus performant. Donc ça veut dire que les marques qui viennent travailler avec vous, elles bénéficient de tous les insights que vous avez eu avant, quoi. En fait, mon objectif, c'est que la marque qui arrive numéro N, tu vois, le N client, on veut qu'il ait un service moins bon que le N+1 et que le N+1 ait un service moins bon que le N+2. C'est trop important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je regarde en arrière, je regarde il y a 3 mois et je me rends compte que notre service, il était éclaté, tu vois. Et ça me fait trop plaisir de voir ça. Puisque on est un peu aussi des geeks de Klaviyo. Comme on a un seul outil, on le ponce. Et de temps en temps, on découvre des trucs de fou, des petites variables à mettre dans les textes, et ça, on adore. Ouais. Et c'est aussi comme ça qu'on peut s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on se différencie aussi. Et c'est ce qui fait la force aussi, quand tu disais que pour l'instant, vous vouliez focus déjà sur l'email. Ouais. C'est parce qu'en fait, déjà, ce focus vous donne la possibilité d'être extrêmement pertinent pour le coup. Exact. Et on se positionne aussi comme des artisans. C'est-à-dire que, je te l'ai dit au début, mais on fait des strates CRM différentes pour tous nos clients, en fait. Et c'est normal. Mais en réalité, tu as des prestats qui mettent en place des flow templates. Flow templates, c'est les mêmes flows pour tous les clients, avec le même nombre d'emails, les mêmes contenus. Et en soi, ça fonctionne, tu vois. Tu auras un minimum de résultats et voilà, si tu fais pas énormément de chiffre d'affaires, ça marche pour toi. Franchement, je pense que c'est la meilleure alternative. Ouais. Mais dès que tu passes un cap, il faut que tu aies un truc solide. Ouais. Enfin, c'est ma vision du truc après. Donc là, si je résume les ingrédients, parce qu'au fait, initialement, c'était ça. Tu m'as parlé de erreur de paramétrage, donc être extrêmement rigoureux et vigilant pour pas faire d'erreur de paramétrage, ou en tout cas passer par quelqu'un qui vous assure de ne pas en faire. Deuxième chose, tu m'as parlé d'itération, en fait, d'aller apprendre au fur et à mesure pour être toujours meilleur. Tu m'as parlé en début de podcast de la pertinence. C'est notre mot, je le répète tous les jours. Et si tu veux détailler là-dessus, mais t'en as parlé, c'est-à-dire le bon message à la bonne personne au bon moment. Ouais, ce poncif qu'on dit tout le temps, mais qui est vrai. Hyper important. Et un autre point, tu me dis si on se perd, mais ça va être l'utilisation des codes promotionnels. Ça dépend en fait, en fonction des marques, ça dépend de ton rapport avec les codes promotionnels. Mais moi, je pense que ça sert à rien de sacrifier sa marge inutilement. Par exemple, sur le flow de panier abandonné, si tu donnes une réduction dans les premières 24 heures après que la personne ait abandonné un panier, c'est sacrifier sa marge inutilement. Tu mets un second email sans code promotionnel, ils vont fonctionner quand même. Ouais. Au moins, tu te laisses la chance de récupérer le client sans sacrifier la marge. Exact.
Et quand tu sacrifies la marge, tu sais que c'est parce que tu as essayé une fois, deux fois et que là, vas-y, c'est pas grave si je fais une vente avec une marge un peu moins élevée. Et ça, c'est pour ça qu'en début de podcast, je disais que on travaillera jamais à la performance, même si en réalité, mon premier client, c'était comme ça. Aujourd'hui, on travaillera jamais à la performance puisqu'on veut se positionner comme des réels partenaires avec nos clients. C'est-à-dire les conseiller sur ce qui est le mieux en fonction de leur image de marque et en fonction de leur KPI. Et en fait, si tu veux, on n'est pas... Si on était à la performance, on a juste à créer des codes promotionnels, à les envoyer à tout le monde et tu auras 70% de ton CA généré via Klaviyo. Ouais. C'est terrible. Sur le long terme, c'est terrible. Du coup, nous, on veut offrir les meilleurs conseils pour avoir une stratégie long terme qui fonctionne. On va pas chercher à booster les stats sur ton dashboard Klaviyo. Ce qu'on veut, c'est des résultats et aussi une croissance saine, en fait. Ouais, trop bien. Et bah du coup, en plus c'est parfait, on boucle la boucle par rapport au début du podcast parce que je te l'ai pas demandé, je voulais qu'on attende un petit peu pourquoi finalement dans cette anecdote que tu dis au début du podcast avec ton premier client, vous êtes dit non, plus jamais la performance. Tu viens d'y répondre et il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que en gros, tout ça c'est du taf qui ne peut pas être juste du coup résumé qu'à de la perf, même s'il faut qu'il y ait de la perf, mais il y a aussi du taf, c'est du temps, c'est l'expertise qui se valorise, quoi. Ouais, bien sûr. Et la créa. Ouais. On passe à la dernière partie du podcast sur un petit peu toi, la vision de ton taf, la vision du marketing et du commerce de demain. Si tu devais dire, selon toi, les marques qui vont réussir demain, tu les définirais comment ? Je sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais honnêtement, je pense que ça va être les marques qui arrivent à se détacher de la publicité, sans forcément trop s'en détacher. Puisqu'en fait, voilà, augmentation des coûts publicitaires, ça va pas non plus redescendre. C'est pas comme en 2017. Donc je pense que les marques qui reposaient uniquement sur de l'acquisition, ça dégage dans quelques années. Je pense que ça va être, en fait, les marques qui vont rester et qui vont performer, ça va être celles qui arrivent à allier une grosse partie organique, c'est-à-dire ramener du trafic sur le site grâce à l'organique, TikTok, YouTube, Instagram, donc fédérer des communautés au final, avec derrière une bonne partie de l'acquisition. Et en fait, en réalité, les deux, ils s'entremêlent, tu vois. Ouais. Si tu as de l'organique, tu as de la data que tu peux derrière utiliser avec l'acquisition. Ça, c'est les deux premiers points. Ça va être sur le trafic, l'importance des deux. Et derrière, qui ont une stratégie de rétention solide pour, encore une fois, en fait, maximiser la rentabilité. Moi, je pense que la rentabilité, c'est le plus important dans les années à venir. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que finalement, si tu deviens dépendant à la pub et que en fait tu t'en fous et que tu veux rien faire pour changer ça, il y a des chances que ça aille pas bien pour toi dans quelques années. Carrément. Par contre, si t'es conscient dès maintenant, aujourd'hui en soi. Oui, c'est vrai. Tu le vois dès maintenant. tu le vois dès maintenant. Et en fait, c'est vrai que moi, quand j'en parle avec des marques, il y a cette peur des hausses des coûts d'acquisition et le fait de réaliser putain, il faut qu'on diversifie les canaux parce qu'on est en train de créer une dépendance qui peut être très nocive. Carrément. Hyper intéressant. Et alors, du coup, est-ce que on finit par ça ? Est-ce que il y a des marques qui t'inspirent, des ressources qui t'inspirent, des agences qui t'inspirent, des acteurs qui t'inspirent que tu peux citer. Ouais, c'est très large, mais c'est le moment. Tu peux y aller. Des marques, Horace, t'en as parlé au début. Je suis client chez Horace. Ah. J'ai essayé je les ai prospectés quelques fois, ils m'ont jamais répondu. Horace, si vous nous entendez. Horace, ouais. On vous fait la bise. Ça, c'est pour les marques. Tu m'as parlé d'agences. Agences, Kuda, qui sont très forts. Je pense à Yann Grosjean, là comme ça, je sais pas si tu connais. Il a une agence Shopify. Ok. Et au début, quand je commençais et que je commençais à recruter mon premier salarié, il m'a sorti de plein de galères, tu sais, sur de l'admin, tout ça, parce qu'il est déjà passé par là. Et son agence, elle cartonne aujourd'hui. Donc c'est du Shopify. Donc c'est du développement en fait. C'est Lugus Agency, son agence. Ok. Mathieu Pimor avec Linker, très très fort aussi le monsieur. Et puis voilà. Ça c'était pour les agences et les marques. Trop bien. Et toi, du coup, tu publies du contenu aussi sur LinkedIn, sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu justement des endroits où tu publies du contenu pour que en fait les gens qui t'ont entendu à ce podcast puissent aller voir d'autres choses de toi ? Carrément. Sur YouTube, on publie des tutos Klaviyo, des tutos Klaviyo, des études de cas. Donc concrètement, ce qu'on fait pour nos clients, les résultats qu'on a pu obtenir. Ça, c'est sur YouTube. En plus de ça, j'ai une petite série qui s'appelle l'ODM, l'Odyssée du million,
C'est une série dans laquelle je documente les avancées au niveau de l'agence jusqu'à atteindre 1 million d'ARR. Trop bien. Donc en gros 83 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ça c'est sur YouTube. Et sur LinkedIn, c'est un peu le même contenu honnêtement. Trop bien l'Odyssée du million. Ouais. J'aime beaucoup. T'aimes bien le nom? Déjà d'une, et de deux, j'adore une philosophie qui se fait beaucoup aux États-Unis, du build in public. Ouais, c'est ça. Ça, moi j'adore ça, parce que je trouve qu'en fait, au-delà de documenter et de pouvoir inspirer les gens ça enlève aussi le nuage de fumée. En fait, t'as une transparence extrême sur en fait les victoires, mais aussi les difficultés que tu rencontres pour arriver au million. Après, tu vois, je m'en veux un peu puisque sur le mois de février, on a fait un mois de merde. Parce que sur janvier, en fait, on avait plein de prestats one shot et du coup, ça redescend sur février. Et je l'ai pas dit tout de suite, tu vois, que c'était un peu la merde. Et du coup, mars, avril, là on est en avril, et là je fais mon Odyssée du million, et là je dis ouais, c'était la merde, mais maintenant on est remonté. En fait, je dis après coup. Et c'est pas quelque chose que je veux faire, en fait, ça marche pas comme ça, c'est pas du building public du coup. C'est juste, je raconte une histoire, quoi. Ouais, tu veux être hyper honnête sur. Ouais, donc maintenant il faut que je sois plus dans ma série. Voilà, c'était le petit point. Écoute, trop bien, Tom. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que tu as tout dit? Un mot de la fin. Si tu veux, je l'ai le mot de la fin pour toi. Je pourrais dire que du coup, si vous voulez savoir comment mettre en place des workflows pertinents, itératifs, sans erreur de paramétrage et qui fonctionnent bien, qui vous permettent d'augmenter votre LTV, vous pouvez déjà vous intéresser à la Standard E-com si vous êtes une marque. Carrément. Suivre Tom sur LinkedIn pour voir son contenu. Suivre l'aventure de la Standard E-com avec l'Odyssée du million. Et si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez même profiter de ces tutos Klaviyo sur YouTube. Est-ce que j'ai tout dit? C'est bien résumé. C'est bien résumé. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup Tom. Et puis à la semaine prochaine dans l'Avant-Garde. Écoute, merci à toi Nicolas. À très vite. À très vite.